Oui, bonjour tout le monde. Je suis Ancha Kandianarve et je suis ravie et honorée de représenter aujourd'hui les enjeux sur les données afférents à la réalisation d'une analyse de flux des matières au AFM au Québec. Donc, pourquoi fait-on une analyse de flux des matières? Quel est le lien avec l'économie circulaire? Donc, voici un bilan de flux de matière au niveau mondial issu d'une analyse de flux de matière. Donc, nous voyons que en 2019, 107,7 milliards de tonnes de matériaux ont été consommés et seulement 9% de ce matériau provient de recyclage. Donc, 91% de matériaux proviennent de récolte et d'extraction. C'est-à-dire que la grande majorité de matériaux récoltés et extraits ne sont utilisés qu'une seule fois. D'autre part, 73% de ces matériaux sont rejetés. Donc, on peut dire que ce bilan nous montre la sous-exploitation d'une potentialité de circularité, la sous-exploitation du potentiel de circularité, de fermeture de boucles dans nos systèmes. L'analyse de flux de matière permet de repérer où se situent les gaspillages, les pertes, où intervenir pour boucler les cycles. Euh, c'est ainsi qu'on peut dire que l'analyse de flux de matière nous renseigne et permet d'évaluer le potentiel de circularité. Mais qu'est-ce qu'une analyse de flux de matière? Selon l'OCDE, c'est une étude de flux physique de ressources naturelles et de matériaux qui entrent, passent et sortent d'un système donné qui, la plupart du temps, constitué par l'économie. Donc, en faisant le schéma, voici le système, voici l'environnement qui l'entoure. Donc, l'analyse de flux de matière consiste à dresser le bilan physique d'échange de matière et d'énergie entre le système et l'environnement en tenant compte du principe de la conservation de la masse. Donc, l'analyse de flux de matière repose sur le fait que les matières premières, l'eau et l'air issus de l'environnement, sont utilisés en tant qu'intrants et sont transformés en produits et retransmis en environnement en tant qu'extrants sous forme de déchets et de rejets. Donc, ce qui nous amène à cette identité comptable, l'extraction de ressources naturelles ajoutées aux importations est égale à l'accroissement net de stocks artificiels euh, avec la production résiduelle et les exportations. L'analyse de flux de matière peuvent être faites avec différents flux d'intérêt et peuvent être aussi analysées à différentes échelles selon les objectifs visés de l'analyse ou de l'étude. Donc, ces flux d'intérêt d'études peuvent être des substances individuelles ou des matières ou des groupes de matières ou des produits. Et on peut l'analyser, le système considéré peut être entité économique comme l'économie mondiale dont on a parlé tout à l'heure, les entités administratives ou des entités naturelles ou des unités industrielles ou des activités au secteur économique. Parlons maintenant de grandes familles de méthodes AFM. Donc en général, il y en a deux, la méthode descendante et la méthode ascendante. La principale différence, ça repose sur la considération du système et les données utilisées. Donc, pour la descendante, le système est considéré comme une boîte noire. Donc, on n'entre pas dans le processus à l'interne et les données utilisées sont des données globales. Tandis que pour l'ascendante, on étudie les processus à l'interne du système et elle utilise beaucoup de données. C'est pourquoi on dit que son application est moins facile par rapport aux données existantes. Dans la suite de mon exposé, je vais surtout parler de la méthode descendante, la productivité, et la méthode Eurostat. Eurostat, c'est l'Office de statistique de l'Union européenne. OK, donc pour la méthode Eurostat, le système est en général constitué par un système socio-économique d'un pays ou d'un territoire. Et en entrée, on calcule le flux d'extraction intérieure utilisé,
les importations. Et la somme d'extraction intérieure avec l'importation nous donne l'entrée directe des matières. En considérant l'extraction intérieure inutilisée comme le résidu de récolte laissé au champ inutilisé, on obtient l'entrée de matériel total donné par l'indicateur TMI. Et en ajoutant le flux indirect associé aux importations, on a la mobilisation totale des matières, le TMR. Il y a aussi le flux d'équilibrage, aussi bien en entrée qu'en sortie. Le flux d'équilibrage sont constitués par les masses d'air consommées et les masses produites durant les différentes réactions chimiques mises en jeu, comme lors de réactions de combustion. En sortie, on calcule aussi les différents flux intérieurs rejetés vers la nature, qu'on appelle ici TPO. Il y a aussi les exportations et les flux indirects associés. Et la sortie intérieure directe est donnée par la somme de TPO avec l'exportation. En considérant l'extraction intérieure inutilisée, qui est la même qu'on a fait, on a la sortie intérieure totale et la sortie totale de matière est donnée par la somme d'exportation, le rejet vers la nature et l'extraction intérieure inutilisée. Par rapport à la consommation, la consommation intérieure de matière par le système est donnée par le DFC, qui est égal à l'extraction utilisée plus importation moins exportation. Enfin, il y a l'addition nette au stock qui est constituée par les infrastructures, les constructions, les biens durables. Et il peut être calculé à partir de l'identité comptable dont on a parlé tout à l'heure, qui est ici donnée par la formule DFC moins DPO. Maintenant, nous allons appliquer cette méthode Eurostat au niveau d'une région du Québec. Donc, c'est une cas d'étude d'analyse des flux de matière de céréales de la région Montérégie, effectuée dans le cadre de mon mémoire de maîtrise en génie de l'environnement. Donc, la région de Montérégie est une région administrative de Québec, située au sud-ouest. Elle est colorée en rouge ici sur notre carte. Donc, limitée à l'ouest par la frontière ontarienne, au sud par la frontière américaine. Elle est constituée par 14 MRC, un territoire équivalent. Et en comparant avec les chiffres au niveau de la province du Québec en 2019, sa population représente les 7% de celle du Québec. 39% de superficie céréalière récoltée se trouve en Montérégie et 30% du PIB agricole du Québec provient de la région Montérégie. En fait, la région est la première productrice de céréales au Québec. Donc, pour notre système, on va considérer notre système, pour notre analyse, le système considéré est limité par les limites géographiques de la Montérégie. Mais comme nous allons axer l'analyse sur le céréal, on va tenir compte du système alimentaire céréalier pour nous permettre de déterminer les produits céréaliers qu'on va analyser durant toute notre analyse. Donc, en appliquant la méthode Eurostat, donc, on obtient le bilan du flux céréalier suivant. En entrée, on constate que 87% de production céréalière en Montérégie est constituée par le maïs brun. 50% sont exportés. Par rapport à l'indicateur de performance utilisant la source qui est donné par le rapport entre le rejet et l'entrée directe des matières, il est égal à 16%. C'est-à-dire que 16% des matières céréalières entrées en Montérégie en 2019 sont rejetées. Parlons maintenant des principaux indicateurs d'AFM qui reportés sur les graphiques. Donc, on va prendre en particulier les cas d'entrée directe de matière, qui est, comme on a dit tout à l'heure, égal à la somme d'extraction intérieure avec les importations. On constate que la part des importations est de 15%. Donc, en d'autres termes, la région de Montérégie est relativement indépendante
des importations céréalières. Parlons maintenant de productivité de matières céréalières. Donc, cette productivité est donnée par le rapport entre le PIB et la consommation, la DRC. Et on constate que ce soit avec le PIB de transformation bioalimentaire ou ou le PIB agriculture, la productivité de matières céréalières est toujours élevée par rapport à celui du Québec. Donc, cela peut s'expliquer par le fait la concentration, l'effet d'échelle de concentration de céréales au niveau de Montérégie, par la forte, transformation des céréales en Montérégie qui favorise l'intégration verticale de la chaîne de valeur céréalière en Montérégie. Donc, là, on constate que l'analyse de flux de matière nous permet d'évaluer les avantages ou le cas échéant des inconvénients de stratégies de spécialisation régionale, aussi bien en termes environnementaux qu'économiques. Bon, voilà les résultats qu'on a obtenus. Mais qu'en est-il des données qui sous-tendent ces résultats? Donc, on va pas, dans notre cas, on a fixé sur, comme le flux d'intérêt, c'était le céréal. Donc, on ne va pas considérer le flux d'équilibrage, l'extraction intérieure utilisée et les flux indirects. On va se concentrer sur les 4 flux directs, l'extraction intérieure, l'utiliser, l'importation, l'exportation et le régime. Donc, commençons par l'extraction intérieure utilisée. Je vais d'abord parler du cas général au niveau de la province du Québec avant de parler du cas de la région de Montérégie. Donc, ici, nous constatons que, à part les statistiques de Canada et l'ESQ, on doit encore consulter plusieurs sources locales pour avoir les données en biomasse agricole et les données minéraux métalliques et minéraux non métalliques sont essentielles. Et pour notre cas, le cas d'étude, le flux d'intérêt utilisé était les céréales, donc dans la biomasse agricole, les sources de données et l'ISQ. Pour les importations et exportations, aussi bien pour la province du Québec que pour le Montérégie, les données massiques sont quasi inexistantes. Elles sont majoritairement des données monétaires. Par rapport aux données de régie vers la nature, elles sont partielles pour le de. Donc, comment nous allons alors pallier ces manques de données d'importation et d'exportation au niveau de la région Montérégie? Donc, en tout, il y a 6 étapes à suivre. Donc, là, il y a dans l'étape 1, il y a 3 codes à utiliser. Le code de SCPAN, c'est le code de produit utilisé au niveau du Canada et du Québec. Et le TRE, on utilise parce que ce sont le tableau des ressources et d'emploi qu'on va utiliser comme source de données monétaires d'importation et d'exportation. Et puis le SH, c'est le code harmonisé d'une base de données internationale. Donc, on fait la correspondance entre ces 3 codes pour nous permettre d'obtenir la liste des produits céréaliers objets d'échanges commerciaux. Donc, aussi bien le matière brute que le produit semi-fini et fini, on va appeler par la suite leur composant céréalier. En l'étape 2, en utilisant la BASI, base de données pour l'analyse de commerce international par le CEPI. C'est une base de données dérivée de base, le Comtrade des Nations Unies. Et donc, cette base-là nous permet de calculer les prix unitaires des produits céréaliers en importation et exportation au niveau du Canada. Et en appliquant ces prix unitaires sur les données de TRE pour les composants céréaliers, on a les quantités en kilotonnes de céréales en importation et exportation au niveau du Québec. En utilisant la formule dont on a parlé tout à l'heure, DRC égale
extraction intérieure plus importation masse exportation, on a les consommations globales et par composants céréaliers au niveau du Québec. En utilisant des allocateurs appropriés, on peut, à partir comment dire, des consommations globales au niveau du Québec, on peut avoir les consommations par composants céréaliers Montérégie, au niveau de Montérégie. Et enfin, par comparaison de la consommation avec la production, on peut estimer la valeur exportation-importation de chaque composant céréalier au niveau de Montérégie. Voilà les résultats obtenus. Et les vérifications que nous avons effectuées montrent la cohérence de ces résultats avec les valeurs dans la littérature. Donc, on a appliqué les traitements de données sur les 10 produits figurés sur la pratique. Donc, le fait marquant est que la Montérégie est une exportatrice nette d'entre grains, tandis qu'elle est une importatrice nette de blé. Donc, il a fallu passer sur 6 étapes pour avoir tous ces résultats-là pour une seule filière de la biomasse. Donc, imaginons si on va comment dire, analyser la biomasse totale, toutes les autres filières de cette biomasse, ça va vraiment demander, ça nous donne l'ouverture des calculs à faire, et surtout si on va, comment dire, analyser l'économie de la région qui demande 4 grandes catégories de matières, la biomasse, les minerais métalliques et non métalliques, et comment dire, le combustible fossile. D'où la question, qu'est-ce qu'on devrait faire pour faciliter cet accès et le traitement de données pour nous permettre, comment dire, d'avoir ou de faire l'analyse de nos matières au niveau régional. Merci de votre attention. Merci. Alors, on est prêt pour une question. Daniel, merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais savoir, vous avez présenté le diagramme, le 5 diagramme au départ, de la première slide, qui montrait la donnée de flux matière internationale, en fait, au niveau mondial. Ouais, je pense ça, là, le deuxième. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme l'indice de sécularité en fait, du monde dans ce cas-là ici? Est-ce que c'est simplement le 9,5% qui constitue finalement le recyclage? Ou parce que, en fait, un des enjeux qu'on a, en fait, c'est que le recyclage ne prend pas en compte d'autres stratégies de sécularité, en fait, comme la réutilisation, la réparation, peu importe. Donc, qui fournit un travail, j'imagine, pas j'imagine, mais qui fournit un travail au niveau économique. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on peut déterminer un indice de sécularité approximatif à partir d'un bilan de flux de matière? Ou bien on a besoin de données supplémentaires pour être capable d'arriver à quelque chose de précis? Oui, en fait, l'analyse de flux de matière donne, elle ne détermine pas en elle-même l'indice, comment dire, tout l'indice de circularité, elle nous donne au moins une indice. Et pour l'Eurostat, il y a une formule qui donne l'indice de circularité. À partir de ça. Oui. Donc, c'est une approximation, j'imagine, qui prend en compte une hypothèse sur la réparation, la réutilisation. Tout à fait. Et là, je pense que ce n'est pas vraiment tout simplement le recycling parce que ça comprend tout ce qui est réutilisation, valorisation, etc. pour avoir le niveau, comment dire, produit dans le bio. Et est-ce que cette formule qui permet de faire une approximation de l'indice de sécularité, quel est le degré de précision de ça? Est-ce que c'est parce qu'évidemment, j'imagine qu'en fonction des différents territoires, comme par exemple, si on regarde les États-Unis, il y a très peu de recyclage, entre autres par rapport à d'autres. Ben, en fait, le recyclage, il est pris en compte effectivement dans l'analyse de flux de matière. Mais sur certains territoires, il y a par exemple moins de réparation, moins de réutilisation. On encourage plus la consommation de produits neufs. Donc, si on utilise la même formule mathématique pour faire une approximation de l'indice de sécularité, est-ce qu'on s'éloigne en fait de la réalité? Autrement dit, est-ce que c'est une moyenne qu'on s'est donnée à travers l'ensemble des territoires en disant qu'il y a des territoires qui réutilisent ou qui réparent plus, d'autres moins, puis on se donne une formule mathématique qui prend un peu la moyenne de ça, là?
Je sais pas, je suis trop précis dans mes questions, mais À ma connaissance, bon, il part de cette calcul-là, on a dit cette circularité qui est donnée justement par, comment dire, par le recyclage, la réutilisation sur la consommation. Et même sur la consommation, parce que tout à l'heure, j'ai expliqué pas mal de types de consommation, de consommation intérieure, etc. Donc, à chaque fois, en fait, à chaque fois qu'on identifie ces indices de circularité, justement, on mentionne comment dire, l'incertitude des afférents. ok. Parce que, juste pour terminer, bon, le Québec a fait son indice de circularité basé sur la méthode qui est utilisée par Circle Economy, en fait, qui est une BNL au travers en Hollande, en fait, puis qui offre ce service-là de mesure de l'indice de circularité. Et au Canada, on a fait une étude qui était simplement une analyse de flux de matière, puis on a considéré, en fait, c'était simplement le recyclage là-dedans. Puis, on compare souvent les deux données, c'est-à-dire celle du Québec qui a été faite à travers la méthode de Circle Economy avec la méthode qui a été utilisée, en fait, qui est une AFM, là, vraiment très grossière au niveau canadien, alors que c'est deux choses qui ne sont pas comparables. Puis on dit l'indice de circularité du Canada est plus élevé que celui du Québec, parce qu'on l'avait estimé à 6%, en fait, au niveau du recyclage total, alors que au Québec, c'est 3,5% basé sur la méthode de Circle Economy. Fait qu'on compare les pommes avec des oranges, je comprends bien à ce niveau-là. Donc, mais qui devait ça, s'il vous plaît? Juste une précision, Oui. en fait, le calcul de 3,5 de l'indice pour le Québec, Oui. en fait, c'est basé aussi sur l'AFM de l'Eurostat. Il n'y a pas eu cette conversion, en fait, c'est-à-dire C'est vraiment toute une... Ils ont pris cette méthode-là, Oui. mais disons que derrière, la façon dont ils ont compris les données, ça, c'est moins transparent. Oui, c'est ça. Donc, on a un peu moins d'informations là-dessus. Ouais. Mathias. Oui, bien, Juste ça mène ça, à pour la mon point, Daniel, c'est qu'en fait, derrière l'indice de circularité, ça paraît tout simple, mais en fait, c'est hyper complexe. Ben oui. Donc, en fait, il ne faudrait pas appeler ça un indice de circularité parce qu'en fait, ça masque énormément de dimensions. Il y a celui que tu mentionnes, c'est que moins on va recycler et plus on va prolonger, plus on alterne notre indice de circularité. Donc, ça devient contre-intuitif. Ouais, c'est ça. Ouais. Et l'autre chose, il y a une notion de temps, c'est ce qui sort puis ce qui est rentré, parce qu'on ramène sur l'un par rapport à l'autre, ben, c'est des temps qui sont complètement différents. Ouais. Il peut s'écouler 50 ans sur une infrastructure, du mobilier, c'est 10 ans. Donc, en fait, on mesure en sortie ce qui est rentré il y a X années, dépendamment du secteur. Donc, tout ça fait qu'en fait, ça masque toute la complexité du système. Je pense qu'on peut afficher des valeurs de boucle, pour ne pas dire circularité, mais éviter d'agréger ça en indice. Moi, je pense que sinon, ou alors on prend la même méthode pour tout le monde, mais ça, j'y crois. Puis on parlait hier justement de, bon, évidemment, l'addition au stock comprend aussi tout ce qui n'est pas productif. En fait, ce n'est pas, qu'on ne dit pas un travail. Puis on parlait par exemple de tout ce qu'on accumule dans nos placards. Finalement, qui s'additionne au stock, mais qui ne fournit aucun travail, finalement, en ligne. C'est des ressources qui sont immobilisées à temps éternel jusqu'à ce qu'on les ramène dans un écocentre éventuellement. Donc, ouais. Ça suscite toujours les façons quand on parle d'AFM. On peut constater. D'autres questions? Moi, j'en ai une pour toi. D'accord. C'est quoi ton niveau de... Est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'approximations? Je pense que tu l'as bien décrit dans ta présentation. Tu es depuis 6-7 ans avant d'arriver à une seule donnée. C'est souvent ça quand on fait des AFM, surtout au niveau territorial. C'est quoi ton niveau de confiance avec les données que tu as obtenues à la fin? Est-ce que tu dis, ouais, c'est pas mal représentatif du secteur de ce territoire-là ou, ouais, ben, ça donne pas si mal, mais c'est quoi ton niveau de confort là-dessus? Moi, je pense que quand même, je suis assez confortable avec. Parce que tous les, comment dire, les allocateurs, les hypothèses, ils sont tous basés sur des données, autant que possible sur les données chiffrées dans les littératures. Et même, par exemple, on a pris, oui, comme allocateur, par exemple, le nombre de population, le nombre de bétail, la répartition d'usage de céréales. Cette répartition d'usage était sortie de bilans céréaliers développés par le secteur
le secteur céréalier au niveau du Québec. On a aussi pris la précaution de ne pas ajouter les pommes avec les poires. Donc, pour le bétail, on a utilisé l'UGC, l'unité de gros bétail, qui permet justement d'agréger le nombre de bétail en fonction de leurs besoins nutritionnels et alimentaires. Donc, on a pris toutes ces précautions-là le long comment dire, du cycle pour avoir une certaine, comment dire, certain niveau de certitude. Mais évidemment, c'est pas à 100%. Oui, bien sûr, j'adore tout ça. Mais c'est très confiant que c'est relativement représentatif de ce qu'on pourrait voir sur le territoire. Très bien. Question? Oui, allez-y. Juste Adolphe, dans le fond, sur l'Incan, c'était la notion de saisonnalité. J'ai manqué le début, là. C'est un petit peu long, Trois-Rivières, avec la conversion, mais on avait un aspect de céréales. Et donc, c'est assurément un aspect qui fluctue d'une année à une autre. Dans le fond, là, vous avez une photo. Oui, Et ça c'est une la façon. photo, à quel point elle est représentative de la fluctuation de l'année à l'autre. En tout cas, on s'est concentré sur comment dire, l'année 2019 et on l'a choisi justement par, comment dire, l'existence et la fiabilité de données par rapport à, comment dire, à cette année-là. Donc, je ne peux pas dire par rapport à toutes les fluctuations durant une longue durée, on devrait refaire cette analyse justement pour les différentes années pour voir cette évolution de population. C'est bon? Il y avait une autre question? Romain, Caro? Tu soulevais la question à la fin, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour améliorer notre qualité de données? Puis, bon, on sait que la FM, c'est vraiment, tu l'as bien dit, c'est vraiment la base des connaissances pour la mesurer et la suivre. Ce serait quoi tes suggestions, des réflexions autour de comment améliorer l'accès à la donnée? Qu'est-ce qu'on devrait faire en tant que territoire québécois, par exemple, là-dessus? Ça, c'est la question posée à nous tous. Oui. Oui, mais je vais donner quand même quelques indices. Parce que durant la revue de littérature que j'ai effectuée pour ce mémoire, on a fait la comparaison avec la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine, c'est une région de France. Et là, moi, j'ai constaté que ils ont tous, comment dire, on peut presque avoir toutes les données sur les 4 grandes catégories. Et leur particularité, c'est qu'on n'est pas obligé vraiment d'avoir plusieurs sources, mais ils ont comment dire, des centres, des observatoires qui ont plus ou moins déjà compilé à un certain niveau ou qui rassemblaient les données de manière qu'on n'est pas obligé d'aller à gauche à droite pour retrouver les données. Donc, je ne sais pas est-ce que c'est faisable ici. Donc, il y a l'idée de centraliser la donnée. Oui, par des observateurs ou par des observatoires ou des, comment dire, ou des centres, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'au départ, il doit y avoir de la donnée disponible, de la déclaration, par exemple, par les entreprises, notamment? Est-ce que c'est le genre de choses qui est nécessaire selon toi ou il y a d'autres Oui, je possibilités? pense, oui. Comment dire, comme j'avais tout à l'heure exposé, il y a encore beaucoup de données qui sont confidentielles ici au niveau du Canada, Québec, et c'est encore pire au niveau de région. Et par rapport, je veux dire, aux revues de littérature qu'on a effectuées, si on veut avoir des données au niveau régional, on est plus ou moins obligé de faire des enquêtes pour avoir les données primaires. Donc, vraiment, les disponibilités de données, le traitement, le stockage, c'est vraiment. Merci. Daniel? Oui. L'étude qui était faite pour la Montérégie, est-ce que c'était une commande du comité 21? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Okay. On voulait vraiment, parce que, comment dire, la revue de littérature qu'on a effectuée ne préconise pas de faire l'analyse de plusieurs matières à un niveau en dessous de, comment dire, de grandes catégories de matières. Mais bon, on voulait relever le défi. Parce que là, il y a la feuille de route gouvernementale pour le Québec. Là, c'est au niveau du Québec. Mais Québec, c'est constitué par des régions. Donc, pour avoir quand même comment dire, des données, des outils de la décision, nous pensons que il faut descendre au niveau de Québec pour avoir des données suffisantes.
Donc, c'est pour ça qu'on a dit, on va essayer de voir est-ce qu'on va s'en sortir au niveau régional et on va commencer par une filière. Et voilà, et par rapport aux données, etc., on a choisi la région. Parce qu'il y a de plus en plus de régions qui se dotent de feuilles de route économiques circulaires. Oui. Montréal, Québec, entre autres, mais Montérégie en a une aussi, entre autres. Et puis, là où ils frappent un mur, en fait, c'est la question de on part de où, puis on va aller où, en fait. Puis si on n'a pas les données pour être capable de mesurer ça, ça constitue un problème. Donc, en fait, d'où vraiment la question d'observatoire, je pense que ça serait contournable, entre guillemets, si on veut être capable d'accompagner les régions justement dans leur transition vers l'économie circulaire. Ouais. Merci beaucoup. D'autres réactions, dernière peut-être? Ça va pour tout le monde? Ben, merci beaucoup, Anitra.